Bien, bonsoir à tous. Je pense que du coup, on va pouvoir attaquer. Bonsoir et bienvenue du coup à cette conférence sur la sobriété énergétique ce soir, organisée par Cœur de Chartreuse et le département de la Savoie. Euh, je vous propose du coup pour ceux qui viennent d'arriver, éventuellement d'aller sur le petit lien qu'on vous a mis là sur la première diapo sur Answer Garden pour mettre un peu ce qu'est pour vous la sobriété en un petit mot ou quelques mots pour commencer. J'ai cru voir que Madame Ray était là. Est-ce que Pascal Oui, de Cœur de Chartreuse, tu veux nous dire quelques mots? oui, bonsoir. Alors, je regardais les présents en vérifiant si Monsieur Tissot, Wilfried, vice-président, sur la thématique transition énergétique était présent. Anne L'Enfant est présente, mais Ouais, là, immédiatement, tout de suite sortie du bureau, donc ok. pas derrière son écran. Ouais, Mais simplement un mot pour dire que en fait, la transition énergétique, et puis le temps d'accueillir peut-être d'autres participants. ouais, Dire que la transition écologique, énergétique, elle repose sur trois piliers. Euh, la sobriété au premier chef, c'est-à-dire consommer moins. Ensuite, l'efficacité énergétique, consommer mieux, plus efficacement. Et enfin, la production d'énergie renouvelable et locale et utilisée localement. Mais je pense que vraiment axé sur la sobriété, c'est l'objectif ce soir. C'est aussi une démarche de territoire, la transition au sens large qu'on est en train de mettre en œuvre et mettre en route et lancer sur le territoire. Et je pense que cette soirée et les autres, et en tout cas la sobriété, y participent complètement. Ici, c'est sobriété énergétique. On a toutes modalités de sobriété en fait dans nos modes de vie à réfléchir. Et ben voilà, on démarre. merci Pascal. Ces quelques Merci. mots. Eh bien, je vous propose de commencer et les retardataires nous rejoindront. Euh, en premier lieu, je vais juste vous représenter un peu. Donc moi, je m'appelle Romain Chabert, je suis conseiller en rénovation énergétique en Savoie et je suis accompagné aujourd'hui de Nathalie Hoc, qui sera du coup avec nous pour répondre à votre question sur le chat. Je vais la laisser présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Et donc notre travail, donc nous à l'ASDR en tant que conseiller en rénovation énergétique, c'est tout d'abord de vous conseiller sur tout ce qui est performance énergétique dans le bâtiment, sur les aides financières, sur la rénovation performante, les économies d'énergie. Et donc là, ce soir, on va animer ce petit webinaire sur sur la sobriété. Et On t'a perdu, Romain. On t'entend plus. c'est normal. Nathalie a voulu couper les micros et ça m'a coupé le mien aussi. J'ai vu que ça apparaissait à l'écran. Je me suis dit, pardon, du coup, je reprends. Euh, donc à l'ASDR, on est un service complètement indépendant, gratuit et ouvert à tous. On a différentes modalités pour vous accompagner dans vos projets de rénovation énergétique. D'abord, on a un numéro de téléphone que vous voyez affiché en bas, le 04 56 11 99 00, où on répond à toutes vos questions quand c'est on va dire des petites questions. Et en fonction de votre projet, on peut ensuite avoir des entretiens personnalisés. On a des permanences sur tous les territoires de Savoie et aussi du coup dans le locaux à Chambéry. Sur la permanence pour Cœur de Chartreuse, ça se passe aux Échelles, à la maison de service à la MSAP, au Forum. Donc, on a des entretiens personnalisés qui durent 1 heure. Et ensuite, on peut avoir des accompagnements plus complets de projets quand vous avez un projet plus important où là, on peut venir chez vous et ensuite vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet, à la réalisation des devis et sur tout ce qui est technique et sur justement quelles aides financières vous pourriez avoir pour ce type de travaux.
Et donc, après, on fait aussi des animations, donc des webconférences comme ce soir, mais aussi des conférences en présentiel, des visites de site. D'ailleurs, il y a une visite de site qui sera prévue au mois de décembre, un samedi du mois de décembre. Je crois que ce sera le 9 ou le 16 décembre sur Kurt Chartreuse. Voilà, pour ce qui est des présentations, de la présentation de nos services, donc de rénovation énergétique en Savoie. Alors, on va pouvoir commencer. Alors déjà, quand on parle de sobriété, on va déjà parler directement de l'impact de cette webconférence. Donc aujourd'hui, là, pour moi et Nathalie, la visioconférence, donc là, on est en SD et pas en HD, et c'est une conférence donc vidéo. Ça représente sur à peu près 90 minutes environ 25 grammes de CO2. On est connecté en Wi-Fi ou en filaire. Et donc, cette conférence, elle fait bien 25 grammes de CO2 et on n'est pas en 4G. D'ailleurs, si vous êtes éventuellement sur le téléphone ou sur vos PC, si vous avez la possibilité de vous connecter en Wi-Fi, si vous êtes en 4G, ça sera plutôt de l'ordre de 60 grammes. Alors, c'est plutôt intéressant voilà, de rester directement, de vous connecter directement ou en Wi-Fi ou en filaire. Euh, De quoi on va parler ce soir? D'abord, on va parler un peu du contexte. Ensuite, on va voir la définition déjà avec les petits, vos contributions que vous nous avez données. Et on verra la définition, voire les définitions de la sobriété. Ensuite, on verra la sobriété en pratique et on enchaînera avec des éco-gestes dans le logement et ensuite l'impact de ces éco-gestes de manière un peu plus globale. Donc, pour commencer sur le contexte et la définition, là, ce qu'on voit apparaître à l'écran, c'est l'évolution des températures moyennes annuelles. Ici, c'est un constat, c'est au niveau local, dans les Alpes. On voit que la température, depuis 1900, elle a augmenté environ de 2,5 degrés, et on voit qu'elle augmente plus radicalement depuis les années 80. Euh, et ça, c'est une donnée au niveau local, mais on a des augmentations qui sont bien plus importantes, normalement, notamment au niveau des pôles. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a une augmentation de la température globale de la planète qui est liée à l'augmentation de la génération de gaz à effet de serre, ce qui nous montre qu'on a un réel besoin de transition. Et dans cet enjeu de transition, effectivement, on a un besoin à la fois d'amélioration d'un point de vue énergétique, mais en tout premier lieu de sobriété. Et c'est bien pour ça c'est ce qu'on va développer. Parallèlement, on a un contexte géopolitique qui fait qu'on monte, que le prix des énergies augmente énormément. Euh, et ça va ça va dans le même sens que l'augmentation des gaz à effet de serre. On a un réel besoin de transition et de diminution du coup de nos consommations et de la génération de gaz à effet de serre. La question climatique, premièrement, donc là, ce qu'on voit, c'est différentes cartes en fonction d'une référence. Hein, là, c'est actuellement, donc la référence de 1975 à 2005, c'est les nombres de jours où on serait nombre de jours de vagues de chaleur, donc qui est une augmentation de 5 degrés euh, par rapport à la normale sur 5 jours consécutifs. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que si on a une réduction des gaz à effet de serre, sur les projections à 2050, on sera sur des augmentations déjà importantes, même avec la diminution de gaz à effet de serre. Mais surtout, ce qu'on peut voir, c'est que chaque degré compte et que tous les efforts sont importants à faire. On peut voir donc qu'en réalisant, en diminuant radicalement nos émissions de gaz à effet de serre, on sera sensiblement sur les mêmes augmentations que jusqu'à 2050 à 2100. Mais par contre, que sans réduction de gaz à effet de serre, on a une augmentation radicale de ces, euh, de ces vagues de chaleur et des températures qu'on pourrait atteindre. Un deuxième enjeu, ça sera effectivement l'adaptation, hein, l'importance de pouvoir se protéger des épisodes extrêmes que ça va générer.
Quelques petits éléments sur la prospective. Il y a plusieurs organismes qui ont réalisé des scénarios liés aux gaz à effet de serre notamment. Donc, on connaît tous normalement le rapport du GIEC euh, qui a réalisé plusieurs scénarios en fonction effectivement des réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'on arrive à réaliser au niveau international. Et on a des organismes plutôt nationaux. On va reparler pas mal de l'association Négawatt, hein, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont réalisé différents scénarios aussi sur la transition énergétique à la fois au niveau français et à l'échelle européenne. On a des scénarios de RTE, qui est le réseau de transport et d'électricité en France, et qui sont des scénarios plutôt dans l'idée d'arriver à équilibrer le réseau électrique sur les jusqu'à 2050 et au moment de l'atteinte de la neutralité carbone. Et on a aussi donc des scénarios de l'ADEME transition en 2050 qui, euh, qui ont d'autres qui sont d'autres scénarios de, de futur, on va dire. Euh, c'est ces scénarios de transition, ils ont ils ont en commun d'inclure de la sobriété. Autrement dit, on n'a pas vraiment de solution sans sobriété pour arriver à la neutralité carbone. À chaque fois, dans tout le travail de prospective qui a été réalisé, on a une partie significative des réductions de gaz à effet de serre qui sont générées par la sobriété. Au niveau de, là, on revient sur Négawatt. Donc ça, c'est le triptyque de Négawatt, hein. Pour l'expliquer simplement, on a du coup le scénario tendanciel, hein, qui est plutôt à l'augmentation de la consommation énergétique, euh, toujours à l'augmentation. Et du coup, l'idée, c'est de partir des usages pour remonter aux ressources. Et donc, la première partie, effectivement, c'est de diminuer nos consommations par la sobriété. Euh, Ensuite, du coup, l'efficacité énergétique, donc le travail sur la consommation des ressources pour un usage donné. Et ensuite, avec ces diminutions de consommation gérées par la sobriété et l'efficacité, mettre en place des énergies renouvelables pour remplacer les énergies de stock par des énergies de flux. Définition. Alors, je vais regarder ce qui est apparu, ce que vous avez mis dans le nuage de mots. Si j'arrive à mettre la main dessus. Et ben, je suis désolé, mais je ne trouve pas le nuage de mots. Désolé pour ce couac. Ben, on va faire ça parce que c'est accessible. Je suis désolé, du coup on pourra peut-être en échanger. Si vous voulez éventuellement mettre quelques éléments dans le chat pour qu'on puisse petit à petit les intégrer sur qu'est-ce que pour vous la sobriété. Euh, pour faire une définition. Mais non, il n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sur pour une définition, donc dans le dictionnaire de la pensée écologique, de Luxemel, un chercheur en théorie politique, il fait référence à la sobriété énergétique de la façon suivante. Contrairement à l'efficacité ou à l'utilisation de renouvelables, la sobriété ne s'appuie pas sur des aménagements techniques, mais sur des choix de vie conduisant à réduire, voire à supprimer le service énergétique lui-même, au risque de questionner les normes du confort moderne. Efficacité et renouvelable sont techniques et laissent espérer une continuité des modes de vie. La sobriété énergétique se distingue par sa dimension essentiellement sociopolitique, impliquant une remise en cause des habitudes de consommation qui structurent nos sociétés industrialisées. On confond souvent la sobriété avec l'efficacité. Et puisque les mots ont un sens et sont puissants, on va essayer de dégrossir le sujet ensemble. Ce que je vous propose, c'est un petit sondage sur
ce qu'est pour vous la sobriété par rapport à l'efficacité. Alors, si tout va bien, vous avez un petit sondage qui a dû apparaître sur votre écran et vous pouvez donc voter. Donc, on a 3 questions sur, pour vous, est-ce que ces actions sont des actions de sobriété ou d'efficacité? La première, c'est isoler ses combles. La deuxième, c'est remplacer sa voiture par une voiture électrique. La troisième, c'est baisser la température de son ballon d'eau chaude sanitaire. Et la quatrième, c'est rouler moins vite sur l'autoroute. Je vais laisser 2 petites minutes pour répondre à cette question. Si vous avez un souci pour remplir, n'hésitez pas à le dire. Quand vous aurez terminé, comme on n'a pas réussi à vous retrouver le nuage de mots pour la sobriété, je vous ai mis la question sur le chat. Voilà, en un mot ou 2 mots ou 3 mots, si vous pouvez nous dire pour vous ce que c'est la sobriété, qu'est-ce que ça représente. Je ne sais pas si tout le monde n'a pas répondu. Est-ce que tout le monde a accès au sondage? Attends encore une petite minute, puis sinon on va débriefer. Ok, bah, je sais pas. Après, s'il y en a qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas répondre, c'est pas un souci. Euh, donc, on peut. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont donné un peu leur version de la sobriété. Euh, on regardera ça euh, tout de suite après le sondage. Sur le sondage, on avait comme question isoler ses combles. Une grande majorité a répondu efficacité. Alors effectivement, on est plus sur de l'efficacité énergétique, hein. C'est un geste technique qui va permettre de réduire la consommation du logement. Euh, un exemple de sobriété, ça serait plutôt diminuer, par exemple, la température dans son logement ou s'habiller plus ou quelque chose comme ça. Euh, Là, c'est sur un geste technique, donc de l'isolation, on va parler plutôt d'efficacité énergétique. Remplacer sa voiture par une voiture électrique. On va aussi parler, encore une fois, là, d'efficacité. On voit qu'il y a quand même beaucoup de gestes qui sont plus liés à l'efficacité. Pourquoi? Bah, parce que simplement, on va dire que le rendement
énergétique de la voiture électrique va être beaucoup plus important que la voiture thermique actuellement. On a des rendements bien plus importants. Donc on est encore sur l'efficacité énergétique. Baisser la température de son ballon d'eau chaude, globalement, il y a beaucoup de bonnes réponses. On est effectivement là sur de la sobriété, euh, parce que en fait, on va pouvoir répondre aux mêmes besoins sans avoir de gestes techniques à réaliser, euh, sans achat de matériel ou des choses comme ça, et on va pouvoir diminuer la consommation énergétique donc de l'eau chaude sanitaire de son ballon et donc aussi les pertes. Et rouler moins vite sur l'autoroute. Donc là, vous avez tous répondu la sobriété. Effectivement, là, on est euh, exactement dans la sobriété énergétique. Euh, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle l'effet rebond, qui est souvent un élément qui est problématique quand où on a besoin, là, à ce moment-là, de la sobriété, notamment après un geste technique, justement, un geste d'efficacité. Pour citer quelques exemples sur l'effet rebond, concrètement, il y a certains, par exemple, certaines améliorations techniques. Par exemple, si on prend les LED qui ont remplacé petit à petit toutes les anciennes ampoules, on a une économie d'énergie par rapport aux anciennes ampoules qui est de l'ordre de 90%. En gros, en 20 ans, il y a plus de 70% des ampoules aujourd'hui qui sont à LED. On a pu voir sur les consommations énergétiques, ça a eu un effet, mais l'effet a été grandement diminué par l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? Bah, comme ça consomme peu, on peut se permettre de laisser allumer plus souvent, d'avoir plus de points lumineux, plus d'ampoules, potentiellement dehors, dans le jardin. Et donc, du coup, on a un phénomène d'efficacité énergétique, mais on a un effet rebond et donc une augmentation des consommations énergétiques. Pour un autre exemple, hein, on l'a du coup sur l'image, les moteurs ils consomment de moins en moins d'essence, mais on prend la voiture de plus en plus souvent pour des trajets de plus en plus petits voilà, on a une utilisation plus importante de ce même système, alors on a amélioré l'efficacité, mais on n'a pas diminué finalement la consommation. Une démarche de sobriété par rapport par exemple, aux ampoules LED, ça serait par exemple une réflexion sur les besoins en éclairage. Est-ce que on a besoin de tels flux lumineux? On parle de luxe par mètre carré. Est-ce que, par exemple, dans la chambre ou dans tel endroit, on a besoin d'autant de lumière et du coup d'adapter vraiment la puissance de nos ampoules à l'usage qu'on souhaite et aux besoins. Euh, donc la sobriété en pratique, qu'est-ce que ça peut être? Un exemple de sobriété, on va voir qu'il y a plusieurs sobriétés, différents types de sobriété. Euh, Ça peut être le moment éventuellement pour qu'on regarde un peu ce que vous avez mis. Je vais repartir des premières. Tac, tac. Donc, on a juste nécessaire. Je vois il y a des convaincus ce soir parmi nous. Donc, effectivement, on est bien d'accord avec vous et c'est ce qu'on vous présente ce soir. Euh, on a un mode de vie. Donc, un mode de vie, point d'interrogation. Effectivement, c'est clairement un mode de vie où on va essayer justement de se rapprocher au plus des besoins réels, de nos besoins réels, pour limiter nos consommations. On a Elodie qui nous dit une utilisation réfléchie. Oui, ça revient un peu à la même thématique. Euh, de juste utiliser l'énergie avec le juste besoin. Vivre avec moins. Alors, du coup, toujours effectivement à mettre en relation avec les besoins de chacun, hein. L'idée, c'est pas pour des gens qui n'ont déjà pas grand-chose, de vivre encore avec moins, mais effectivement, c'est de réduire. Du coup, Marshall qui nous dit, Béatricia Marshall, pardon, qui nous dit réduire son impact énergétique. Donc là, on a exactement, effectivement, c'est réduire son impact énergétique en vivant avec moins, mais avec quand même des besoins
qui seront remplis, quoi. Et une consommation, un usage raisonné, exactement, on est clairement dans l'usage raisonné et toujours qui doit correspondre à nos besoins réels et tout en évitant de consommer quand on n'a pas de besoin. Pascal qui nous dit ajuster ses consommations de tous ordres au nécessaire. Voilà, on en est bien là. Réfléchir à ses modes de consommer. Donc là, on va parler plutôt après de la sobriété, nous, sur le bâtiment, mais effectivement, ça s'applique, comme on le voit, à nos déplacements, à notre consommation, quelle qu'elle soit, alimentaire, ce genre de choses. Ça s'applique à peu près à tous les domaines. Pour essayer de donner un peu des exemples de types de sobriété, on va prendre un exemple. En gros, si par un bon matin pluvieux, tout d'un coup, je vous tends un vélo, ou vous tendez un vélo à votre voisin automobiliste qui a toujours l'habitude de prendre sa voiture pour réaliser les 5 kilomètres qui séparent de son travail, il y a de grandes chances qu'il ne trouve pas ça vraiment acceptable, quoi. Si ce même moment arrive après 6 mois où se sont succédés l'inauguration d'une nouvelle voie verte dans son village périurbain, ce on va appeler ensuite, on en reparlera, de la sobriété structurelle. Si ensuite il y a pu avoir le test d'un vélo électrique, par exemple, ou de plusieurs vélos qui auraient pu lui correspondre, c'est ce qu'on va appeler de la sobriété dimensionnelle. Il a pu faire la différence avec le scooter, avec la trottinette électrique ou le vélo en fonction d'un équipement et donc choisir un équipement qui sera le plus adapté à son usage pour aller à son travail. Et ensuite, avec ça s'enchaîne avec un rendez-vous avec son médecin qui l'alerte sur sa trop grande sédentarité, l'ouverture d'un atelier vélomobile qui se déplace sur son lieu de travail pour assurer la maintenance de son équipement. Là, on est sur tout ce qui est sobriété dimensionnelle. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle la sobriété d'usage, c'est-à-dire la lutte contre l'obsolescence programmée, avoir du coup du matériel qui fonctionne bien. Euh, Par exemple, avoir du coup le bon matériel. Ça va être entretenir son vélo pour pas qu'il soit abîmé et qu'on le change tous les 2 ans. C'est ce genre de sobriété qu'on appelle la sobriété d'usage. Enfin, et en dernier, on aura ce qu'on appelle la sobriété conviviale. Si vous vous rendez compte que ce vélo peut être utilisé la journée par vous et le soir par votre enfant, ça évitera d'acheter 2 vélos. C'est ce qu'on appelle la sobriété conviviale. On va pouvoir utiliser le même bien, mais le partager et diminuer du coup le, le besoin de fabrication. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est les 4 types de sobriété dont je vous ai parlé. D'abord, la sobriété structurelle. Donc là, c'est vraiment plutôt on va partir du collectif, hein. La sobriété structurelle, c'est tout ce qui va concerner les conditions nécessaires à la modération de notre consommation. Par exemple, ce qu'on a pu donner comme exemple, l'aménagement du territoire pour les mobilités douces. On va ensuite savoir tout ce qui est sobriété dimensionnelle, qui va concerner le bon dimensionnement des équipements par rapport à leurs conditions d'usage. Donc, le juste dimensionnement quand on va parler chauffage, par exemple, c'est de son logement en fonction des évolutions de la cellule familiale. Donc la surface, le besoin de surface par rapport à notre usage. Ensuite, la sobriété d'usage. Donc, c'est tout ce qui concerne la bonne utilisation des équipements en vue d'en réduire la consommation. On pourra donner comme exemple, je sais pas, d'éteindre toutes les veilles de vos appareils qui ne fonctionnent pas quand vous les utilisez pas. Ça permettra à ce qu'ils consomment moins et vous n'aurez pas de différence avec le besoin, l'usage que vous en aurez. Et ensuite, la sobriété conviviale, donc c'est ce dont on avait parlé, ça peut être une logique de mutualisation, pardon, des équipements et de leur utilisation. Donc réutiliser, cohabiter, faire du covoiturage, ce genre de choses. La consommation d'énergie, je vous propose un nouveau sondage sur les, sur la consommation d'énergie dans le logement. Vous devez le voir apparaître sur votre écran.
sur les consommations d'énergie dans le logement, avec 3 questions. À votre avis, combien représente le chauffage en moyenne? Quelle part des consommations le chauffage euh, représente en moyenne sur la part des consommations d'énergie dans un foyer? Ensuite, quelle est la consommation d'énergie nécessaire au fonctionnement de nos frigos, de congélateurs? Est-ce qu'elle équivaut en moyenne à celle qu'on utilise par la cuisson, vrai ou faux? Et enfin, est-ce que dans un foyer moyen, on utilise autant d'énergie pour alimenter nos appareils électriques, hors frigo et cuisson, que pour chauffer l'eau chaude sanitaire? Laissez une petite minute pour répondre. Les réponses sont plus réparties que tout à l'heure, hein. On dirait que c'est un petit peu plus, les choix sont un petit peu plus difficiles que tout à l'heure. Un peu plus technique. Les chiffres, c'est toujours un peu plus difficile. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir débriefer. Euh, donc, sur la première partie, le chauffage représente en moyenne quelle part des consommations d'énergie dans un foyer? On avait 70, 50 ou 15%. Effectivement, en moyenne, on est plutôt sur 70% des consommations pour le chauffage dans les consommations d'énergie d'un foyer. En deuxième question, on avait vrai ou faux. La consommation d'énergie nécessaire au fonctionnement de nos frigos et congélateurs équivaut en moyenne à celle qu'on utilise pour la cuisson. C'est vrai. Et enfin, dans un foyer moyen, on utilise autant d'énergie pour alimenter nos appareils électriques, hors frigo et cuisson, que pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Et là aussi, on est c'est effectivement le cas. On est à peu près sur des, euh, des moyennes identiques. Et du coup, ça représente un peu le, euh, le diagramme du coup des consommations en moyenne, hein. Là, on est sur les sources du SDES, du coup du syndicat de l'énergie Savoie, d'après un bilan d'énergie sur les consommations de gaz et d'électricité en 2021. Donc, comme on peut le voir là, le gros éléphant dans la pièce, là, c'est le chauffage, effectivement, de 70%. Euh, on a après en usage du coup, l'eau chaude sanitaire et l'électricité spécifique. Donc l'électricité spécifique, c'est tout ce qui concerne nos appareils électriques hors tout le reste, hein, hors chaude sanitaire, cuisson et froid, hors chaleur, on va dire. Donc c'est tout ce qui est vidéo, électroménager, voilà, ce genre de choses. Euh, donc maintenant sur ce que je vous propose, c'est on va d'abord pouvoir essayer de parler un petit peu des petits éléphantaux là qu'on a sur le côté et de voir qu'est-ce que on peut mettre en place, quelques mini petits éco-gestes qu'on peut mettre en place pour réduire ces consommations énergétiques. Et ensuite, on s'attaquera à l'éléphant dans la pièce euh, pour voir un peu comment on peut quel geste on peut mettre en place pour diminuer la consommation énergétique. Donc, par exemple, pour l'eau chaude sanitaire,
on va avoir tout ce qui est, alors on pourrait dire que c'est un peu technique, mais la mise en place de mousseurs, qui sont des investissements très faibles, avoir un temps sous la douche, hein, on peut se faire une petite playlist sur une chanson de 5 minutes maximum, c'est des éléments qui vont permettre de réduire considérablement la consommation énergétique pour l'eau chaude sanitaire. Les mousseurs, du coup, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est des petits filtres, hein, que vous allez mettre sur vos robinets. On peut avoir aussi des douchettes qu'on utilise qui vont diminuer qui vont réduire le débit d'eau en fait, hein, sans que vous vous rendiez compte, hein. Ça aère l'eau, c'est ce qu'on appelle ça les mousseurs, et ça va diminuer la consommation d'eau et donc d'eau chaude de manière importante. On peut diviser par 3 en fonction de la pression qu'on va avoir en base, hein. Si on est par exemple à 12 litres minute, on pourrait réduire autour de 4 à 6 litres minute avec ce type d'appareil. Pour tout ce qui est froid et chaud, on va avoir des exemples qui sont assez simples, hein, mais le frigo, éviter de le laisser ouvert longtemps. Euh, Ça peut être simplement éviter de mettre son frigo à côté de son four, donc d'un point de chaleur ou de son poêle, tout simplement, parce qu'effectivement, ça va le faire consommer forcément beaucoup plus. Sur la question de la cuisson, on va pouvoir avoir tout simplement faire en sorte, par exemple, de faire chauffer son eau dans sa bouilloire avant de la mettre dans sa casserole, de mettre un couvercle par-dessus pour éviter de consommer beaucoup d'énergie, parce que si on laisse la vapeur s'échapper, on met beaucoup plus de temps à faire bouillir de l'eau. Et après, là, on peut voir un petit éléphant, hein, qui est caché derrière sa porte. C'est un peu tout ce qui est l'électricité spécifique, et où là, on a beaucoup de consommation cachée, notamment avec les impacts du numérique. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Utiliser plutôt une connexion filaire ou Wi-Fi au lieu d'utiliser la connexion de données, la 4G. Ça va réduire drastiquement les consommations. Ça peut être de télécharger toutes les vidéos qu'on va regarder, éviter le streaming, plutôt télécharger, puis ensuite regarder les vidéos, toujours si possible en filaire ou en Wi-Fi. Éviter de regarder du coup des grosses vidéos sur de la 4G, parce que l'impact il sera bien plus important. Euh, on a ensuite tout ce qui est, du coup, on en a parlé, l'éveil. Euh, Par exemple, mettre une multiprise pour pouvoir éteindre sa box, sa télé, tout ça en même temps quand on n'en a pas besoin. Euh, on va avoir ensuite toutes des consommations encore cachées, et là qui sont pas liées directement à notre consommation, on va dire, calculée, mais tout ce qui est ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc l'énergie grise, c'est tout ce qui est toute l'énergie qui est utilisée pour fabriquer les objets qu'on utilise. Et en général, la construction, par exemple, dans un bâtiment, ça peut être 80%, jusqu'à 80% de l'impact du cycle de vie d'un bâtiment. Donc, effectivement, utiliser un maximum de, de ressources renouvelables et faire durer un maximum tous les appareils qu'on peut avoir, éviter de changer son smartphone trop souvent. Et c'est pareil pour tous les appareils. Euh, Si possible, utiliser d'occasion, du reconditionné, ce genre de choses. Euh, pour en revenir à notre éléphant dans la pièce, on va pouvoir faire un petit zoom sur le chauffage, et je vais vous lancer encore sur un sondage euh, qui apparaît là et que vous allez pouvoir remplir. Normalement, il doit apparaître sur vos écrans. Et c'est une question en vrai ou faux sur le chauffage. Première étant, ma chaudière est régulée grâce à une sonde extérieure. Je n'ai donc pas besoin d'installer un thermostat dans le salon car cela déréglerait le système. Vrai ou faux? Ensuite, en cas d'absence, il vaut mieux ne pas arrêter la chaudière, sinon la remise en chauffe consommera trop d'énergie. Un petit bug dans le fichier. Je dois régler mon chauffage à 19 degrés pour être confortable à la maison. Vrai ou faux?
Et je vous laisse encore une petite minute. Bien, merci d'avoir répondu. On va essayer de prendre ces questions une à une. Alors, ma chaudière est régulée grâce à une sonde extérieure. Je n'ai pas besoin d'installer un thermostat dans le salon car cela déréglera le système. Effectivement, là, vous avez été 92% à nous répondre que c'est faux. Effectivement, c'est faux. On va pouvoir le voir ensuite. Mettre fin tout de suite et on va. Maintenant, vous avez les résultats qui apparaissent directement sur votre écran. Donc, première idée reçue, donc ma chaudière est régulée grâce à une sonde extérieure. Je n'ai pas besoin d'installer un thermostat dans le salon car cela déréglerait le système. Effectivement, c'est faux. Quand vous avez, pour prendre en compte éventuellement, par exemple, comme sur le petit dessin là, que vous avez là, les apports solaires, si on n'a pas une régulation intérieure, on aura forcément des surchauffes et donc on va avoir une température bien plus haute que celle demandée et donc une consommation d'énergie qui sera plus importante. Donc, c'est plutôt une bonne pratique d'avoir systématiquement un thermostat d'ambiance, idéalement programmable pour que vous puissiez, on va le voir ensuite, mettre des réduits et fonctionner en fonction de votre, de votre, de votre présence dans votre logement. Vous avez un deuxième conseil là qui est vérifier la loi d'eau. Alors la loi d'eau, c'est un petit peu plus technique, mais c'est en gros la loi d'eau, elle va justement en fonction de la sonde extérieure, en fonction de la température qui est à l'extérieur, donner la température à laquelle va être envoyée l'eau dans vos radiateurs ou dans votre plancher chauffant. Euh, on peut régler cette loi d'eau. Effectivement, si on a par exemple une chaudière d'une certaine puissance et qu'on vient ensuite isoler la maison, on va pouvoir diminuer cette loi d'eau et donc on va forcément consommer moins d'énergie parce que pour atteindre la température demandée, on va envoyer peut-être 50 degrés dans nos radiateurs au lieu d'envoyer 70 quand on n'avait pas du tout d'isolation. C'est notamment vrai aussi pour tout ce qui est pompe à chaleur, ou ce genre de choses qui fonctionnent vraiment mieux à- à une température d'eau plus basse, ou alors les chaudières à condensation, de la même façon, elles vont condenser beaucoup plus quand la loi d'eau est réglée plus basse. Donc ça, vous pouvez demander effectivement à votre chauffagiste de bien vérifier la loi d'eau si elle n'a pas été bougée depuis longtemps et si vous avez fait des travaux entre-temps. Tac, tac, on n'a pas eu notre réponse Alors, en cas d'absence, il vaut mieux ne pas arrêter la chaudière, sinon la remise en chauffe consommera trop d'énergie. Vous avez été 75% à répondre faux, et du coup, vous avez raison. Effectivement, on peut complètement arrêter la chaudière. Alors, c'est pas si simple, c'est-à-dire que s'il fait moins 25 et vous avez complètement la chaudière arrêtée, ça marche pas. Par contre, on peut fortement diminuer la température par exemple, quand on parle longtemps, vraiment mettre en hors-gel. L'idée étant quand même de rester toujours autour de 12 degrés pour éviter de générer des problématiques, notamment d'humidité, de condensation, plus importants quand on descend en dessous de cette température. Mais globalement, quand on parle d'absence prolongée, hein, on n'est pas sur une absence vous partez dans la journée. Si vous partez dans la journée, si vous avez une chaudière, effectivement, on va plutôt travailler sur un réduit en fonction de l'inertie qui va être entre 2 et 4 degrés si vous avez peu d'inertie pour pouvoir remonter en température facilement. Par contre, quand vous partez effectivement plusieurs jours, vous pouvez complètement mettre votre chaudière en hors-gel ou 14-15 degrés en fonction du temps que vous partez et du froid qui fait dehors. Je dois régler mon chauffage à 19 degrés pour être confortable à la maison. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Alors, c'est la réglementation 19 degrés. Et on va en reparler plus tard, parce que tout n'est pas si simple, mais effectivement, c'est une bonne pratique d'avoir cette un peu objectif en tête. Est-ce que vous avez des questions? Je fais une petite pause entre deux chapitres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir en direct ou à mettre les questions sur le chat. Bon, pas de questions, tout est clair. Merci Louise. N'hésitez pas s'il y en a pour qui c'est pas clair. Bon, a priori, c'est clair pour tout le monde, tant mieux. Ok, ben on peut enchaîner alors. Euh, on va parler du confort. Dans le confort. Ah, attendez, un petit minute, une seconde. Une petite seconde. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, ok. Ça n'a rien à voir. Oui. Ouais. J'ai des diapos qui ont sauté et du coup, je vous les remets en PDF. Ah. Euh, on avait d'autres thématiques sur la gestion du chauffe-eau. Et on en a parlé tout à l'heure un peu sur le réglage de la température, qui peut être effectivement une manière de générer des économies en rapport avec la chaudière. Donc là, sur le chauffe-eau électrique, vous avez la possibilité de régler la température. Il faut savoir que il y a en gros tout un courant qui est un peu dépassé, qui nous préconisait de garder la température la plus haute possible pour éviter le risque de légionelle, qui est une maladie qui peut intervenir quand on a vraiment un gros stockage d'eau. Et donc là, on est plus dans le collectif et pas dans la maison individuelle. Euh, il faut que le ballon il soit supérieur soit plus grand que 400 litres. Et, euh, dans ce cas-là, on peut effectivement avoir un besoin soit d'avoir tous les jours une température qui soit montée au-dessus de 60 degrés, soit effectivement de garder la température au-dessus de 65 degrés tout le temps. Petit à petit, notamment l'ADEME et pas mal d'études sont sorties où on peut descendre son ballon individuel largement à 55 degrés, et il y en a même qui prévoient de descendre un petit peu plus parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a très très peu de risque de légionelle sur ces petits volumes. Vous pouvez donc régler votre chauffe-eau à des températures plus basses, et vous pouvez aussi du coup l'arrêter complètement quand vous partez en plusieurs jours, notamment l'été en vacances. Là, quand vous rentrez, vous le remontez en température à fond et vous laissez couler un petit peu d'eau chaude une petite minute pour faire repartir le ballon et vider les tuyaux. Une autre manière qui là sera plutôt d'efficacité, mais on a beaucoup de pertes sur nos ballons, sur nos ballons nos cumulus électriques, et de surisoler, rajouter
Vous avez des jaquettes qui existent ou alors simplement des rouleaux de laine minérale minérale ou végétale qui peuvent diminuer grandement les pertes. En gros, l'isolation qu'il y a, c'est du polyuréthane, mais c'est très faible, hein, c'est pour que le ballon soit le plus petit possible. Donc, quand vous avez de la place pour l'isoler autour, c'est l'idéal. Venons-en du coup à notre question. Je dois régler mon chauffage à 19 degrés. Donc, attention, ce n'est pas si simple. Alors, on parle d'une manière générale de consommation énergétique de l'ordre de 7% de moins pour chaque degré en moins dans nos bâtiments. C'est ce qui, après, on a une réglementation aujourd'hui qui dit qu'on doit régler notre chauffage à 19 degrés. Maintenant, effectivement, déjà, on est tous différents et le 19 degrés, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'on a des températures dans les chambres qui peuvent être bien plus basses, par exemple, et en fonction du type de bâtiment, justement, comment il est isolé, est-ce qu'on a de l'air qui circule, le taux d'humidité, on a des conforts qui peuvent être des ressentis qui vont être bien différents. Ce chiffre-là de 7%, c'est un chiffre qui est assez né depuis longtemps. En fait, il y a eu des études qui ont été faites qui ont été bien plus, qui ont amené beaucoup de différences là-dessus, et notamment plutôt à la hausse. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut être jusqu'à 15 à 20% par degré de consommation en moins en fonction justement du type de bâtiment. On va essayer de parler un peu du confort. Du coup, ce monsieur-là, monsieur Hall, qui est un scientifique des années 30, qui a travaillé sur le confort. Et la notion de confort, vous voyez, elle est liée à beaucoup d'éléments. On va essayer de regarder quelques-uns. Donc, on a la température de l'air. Là, c'est le seul élément dont on parle, hein, les 19 degrés. Mais le confort, dans le confort, on a aussi ce qu'on appelle, il y a ce qui intervient, pardon, ça va être la température des parois. Donc il y a des phénomènes de parois froides qui existent. Si vous avez par exemple une fenêtre pas très performante et une grande baie vitrée, ou même performante, mais une grande baie vitrée quand il fait très froid dehors, si vous êtes juste à côté, en fait, elle va vous prendre des calories. Donc, en fait, vous aurez beau avoir 19 degrés ou même 22, vous serez inconfortable. En fait, le confort, alors il y a tous les éléments dont on a parlé, mais si on parle qu'en termes de température, on considère que le confort ressenti, ça va être la moyenne de la température de l'air et de la température des parois. Donc, si par exemple, il fait 20 degrés dans le logement et on a une paroi froide qui est à 10 degrés, on va ressentir plutôt une température à 15 degrés. Et donc, effectivement, là, le confort, il va être plus difficilement atteint que si on n'a pas de paroi froide. Et on va voir un peu quelques exemples ensuite pour diminuer la température, pour augmenter, pardon, la température de ces parois. On a la vitesse de l'air, donc dès que vous avez effectivement des fuites partout dans votre logement, par exemple un escalier si vous avez un poêle qui fait une haute température et un escalier, ça va créer un tirage thermique, et ce tirage thermique, ça fait une sorte de vent. Donc là, on va augmenter la vitesse de l'air, ce qui est une bonne chose pour le confort d'été. Par contre, l'hiver, en fait, on va ressentir ce vent, entre guillemets, et ça va diminuer du coup notre confort. On va avoir tout ce qui est taux d'humidité. Donc là, en fonction de l'humidité relative, c'est pareil, dans un air très humide, on va avoir besoin de chauffer plus pour se sentir confortable. Et enfin, directement, les liens de comment on est habillé. Hein. Si vous avez un t-shirt ou un pull en laine, où on a tout voilà, voire même la petite doudoune sans manches, on n'aura pas le même confort. Et enfin, l'activité, si vous êtes statique, vous êtes en train de lire, ou si vous êtes actif, en train de bouger dans un gymnase, on n'a pas le même besoin de confort. Donc, je vous ai parlé de la température des parois. Là, vous avez un petit exemple. Effectivement, si on a une température ambiante à 20 degrés et que la paroi elle est à 14 degrés, on aura ressenti de l'ordre de 17 degrés. Si dans une autre maison, on a une paroi qui est à 19 degrés et une température ambiante de 20 degrés, on aura un réel ressenti de 19,5. Donc, quelles sont les solutions de sobriété
pour augmenter ces températures de parois. On a tout ce que faisaient les rois avant dans les châteaux. Ils avaient des tapis devant les cheminées, des grands rideaux. Effectivement, de mettre un rideau devant sa fenêtre, enfin, déjà de fermer les volets en premier lieu, ça va diminuer les déperditions, mais de mettre des rideaux, par exemple, justement devant les fenêtres la nuit quand il fait très froid, ça va diminuer le rayonnement en fait de cette paroi froide et augmenter la température de la paroi. Donc le confort en sera tout de suite augmenté. Les tapis ou toutes les matières chaudes comme le bois, on a aussi le bambou, la terre cuite, mais c'est tous des matériaux qui sont plus chauds que le carrelage, par exemple, ou des matériaux comme ça, et donc qui vont amener une sensation de confort sans qu'il y ait spécifiquement une isolation ou quoi que ce soit. C'est vraiment la matière qui va couper le rayonnement froid et qui va permettre d'atteindre un confort plus facilement. Et donc, du coup, bah, sur même des murs qui sont peu isolés, on peut très bien avoir des tentures ou des tapisseries qui peuvent diminuer, du coup, cet effet de paroi froide. La vitesse de l'air, donc on en a parlé, on va avoir des choses qu'on peut faire assez facilement, hein, c'est reprendre les joints des menuiseries. Donc ça peut être vous mettre un joint mousse quand si les fenêtres elles ont bougé un petit peu, mais tout autour des fenêtres, vous pouvez très bien mettre votre main ou un petit briquet pour voir si en fait la flamme elle bouge et voir là où on a de l'air qui pourrait circuler. Et là, il suffit de faire des petites reprises au mastic pour boucher ces trous et, euh, et donc diminuer du coup l'inconfort lié à ces courants d'air. Tout ce qui est ancien conduit de cheminée et ventilation, tout ce qui est conduit de cheminée, si vous n'avez pas de trappe, effectivement, ça va créer un tirage d'air, déjà une ventilation importante, et donc du vent et diminuer votre confort aussi. Les anciens conduits de ventilation, si vous avez installé, si vous avez des grilles d'aération de ventilation naturelle et que vous avez installé une ventilation mécanique, une VMC, vous pouvez boucher tous ces conduits-là parce qu'effectivement, ils vont générer un courant d'air. Si, comme je vous disais, au niveau d'escalier, dès qu'on a une grande différence de hauteur et une différence de température, on va être sur une augmentation de la vitesse du vent et donc un inconfort. Donc là, une des solutions, ça peut être de créer un peu des sortes de paliers, de sas avec une porte, mais ça peut être aussi avec des éléments mobiles. Et voilà, et oui, du coup, quand on a un système de combustion bois, pour qu'il fonctionne bien, normalement, on a une arrivée d'air, donc ça peut être un trou directement sur l'extérieur ou sur un vide sanitaire ou ce genre de choses. Et ben, l'idée, c'est d'avoir, dans l'idéal, des appareils de combustion au bois qui ont une arrivée d'air dédiée, donc juste un tuyau qui, lui, est complètement étanche, qui évite que vous ayez, du coup, des mouvements d'air liés à ce trou sur l'extérieur. Le taux d'humidité, donc comme je vous disais, si vous avez de l'humidité dans votre logement, vous allez avoir tendance à régler la température plus haute pour atteindre le confort. Donc, les bonnes pratiques, c'est déjà d'entretenir le système de ventilation, donc nettoyer les entrées d'air dans les menuiseries et les bouches d'extraction régulièrement pour qu'il y ait un bon fonctionnement. D'aérer chaque matin et soir et après chaque douche et cuisson, même quand il fait froid. Alors là, on a deux thématiques, on a le confort de l'humidité, mais on a aussi la qualité de l'air. Effectivement, dès qu'on a une cuisson, on va avoir des dégagements de, de composés organiques volatiles qui vous amèneront à une qualité de l'air qui est un peu plus faible. Donc là, quand vous êtes en train de cuisiner ou même vous faites griller votre pain ou des choses comme ça, ouvrir un petit peu la fenêtre quelques minutes, ça peut permettre de diminuer ces inconforts-là. Je vous le disais tout à l'heure, utilisez la bouilloire avant de mettre l'eau dans la casserole et utilisez un couvercle au niveau de vos cuissons, qui a un double impact, hein. Du coup, plus vous allez laisser de l'eau bouillir longtemps sans couvercle, ça va mettre plus longtemps à monter en température et donc ça va augmenter la vapeur d'eau dans votre logement et donc le taux d'humidité relative. Et donc l'idée c'est voilà, d'être le plus efficace possible pour éviter d'augmenter ce taux d'humidité.
Pour conclure, ah non, je- pardon, pour conclure, non, ça ne marche pas. Encore. Ouais. En conclusion, les quelques références de ce qu'on a parlé, des différents organismes dont on a parlé, donc avec l'association Negawatt, hein, qui a écrit du coup un scénario sur l'énergie et du coup qui prend en compte notamment une bonne partie de sobriété, de l'ordre de un tiers de l'économie d'énergie on doit, euh, on doit générer et du coup d'émissions de gaz à effet de serre. Ils ont aussi sorti depuis des scénarios sur tout ce qui est matériaux notamment et sur tout ce qui est disponibilité énergétique dans le monde et sur tout ce qui est consommation de sol aussi. Donc, parce que du coup, dans Negawatt, il y a le scénario aussi after sur tout ce qui est agriculture et donc alimentation. Vous avez du coup tous les liens là sur notamment sur les différents scénarios énergétiques donc de RTE dont on a parlé, de l'ADEME. On va reparler là rapidement, mais de Carbone 4, du coup faire sa part, où on a eu une publication aussi sur la sobriété énergétique et l'impact que ça peut avoir et ça doit avoir pour diminuer les consommations énergétiques. Et ensuite, vous avez un super guide là sur les 100 éco-gestes. Donc là, on va parler un peu plus des éco-gestes d'un point de vue chauffage, hein, qui était l'éléphant dans la pièce, mais comme on a dit, c'est vraiment sur toutes les thématiques de consommation de manière globale sur les déplacements, sur l'alimentation. Donc, on va avoir des choses. Et sur ce guide, vous avez vraiment énormément d'éco-gestes que vous pouvez mettre en place chez vous. Euh, L'impact des éco-gestes, du coup, dans les différents scénarios, on va essayer d'en parler un tout petit peu pour conclure. Euh, En gros, ce que dit le GIEC aujourd'hui, c'est qu'on a des solutions pour réduire au moins de moitié les émissions d'ici à 2030. Ça, c'est ce qui est possible. Aujourd'hui, les rapports du GIEC ne disent pas qu'on est foutu, au contraire, mais qu'il faut se bouger un peu pour, dès maintenant, pour déterminer, pour de façon déterminée, rester en dessous des 1,5 degré qui mènerait à des conditions de vie sur la planète qui seront de plus en plus difficiles. Et quelque part, quel que soit l'objectif fixé, atteint ou non, si on veut vraiment atteindre un objectif et diminuer l'impact de notre consommation et diminuer donc les gaz à effet de serre, en fait, chaque kilo de CO2 qui n'est pas rejeté dans l'atmosphère, en fait, nous préserve du pire au possible du pire possible au-delà des 1,5 degrés. Donc, il n'y a vraiment pas de questions à se poser sur la limite de ça. Il faut chaque geste qu'on peut mettre en place est important. Aujourd'hui, euh, on est en fait, on est effectivement au niveau politique et ce qu'on peut voir dans le monde, on n'est pas encore au niveau de ses objectifs. Après, ce qu'on peut voir, c'est que chaque jour, il y a des choses qui bougent. Là, dernièrement, il y a la Commission européenne qui a demandé de quasiment doubler euh, la création la fabrication d'énergie renouvelable à 2030. Je crois qu'on était sur 22%, ils demandent 40% à 2030. C'est sorti là il y a quelques semaines. Donc on a vraiment des choses qui bougent, alors trop lentement, mais de plus en plus vite. Et effectivement, tous les gestes qu'on peut mettre en place, en fait, chaque degré d'augmentation de la température compte.
Et même si on n'est pas un 5, eh ben, il faut qu'on fasse tout pour être au pire à un 6, à un 7 au maximum, quoi. Vous avez du coup l'étude Carbone 4 dont je vous ai parlé, faire sa part, qui va donner, c'est un cabinet de conseil, un Carbone 4 sur les enjeux énergie-climat. Ils ont établi en gros une liste d'une douzaine d'actions combinant des petits gestes du quotidien et des comportements un peu plus ambitieux. Les petits gestes du quotidien, ça va être justement la mise en place de l'aide dans son logement, acheter une gourde pour éviter de consommer beaucoup d'eau à chaque fois que vous voulez boire ou des choses comme ça. Et des changements un peu plus ambitieux qui sont comme manger plutôt végétarien, plus prendre l'avion et qui sont réalisables sans aucun investissement. Euh, ils ont, Ils ont étudié un peu l'impact de l'adoption de ces éco-gestes qui auraient, au regard de l'objectif, alors pour, euh, pour remettre un peu en perspective, aujourd'hui, on considère qu'en moyenne, on est à peu près en termes d'émissions par habitant en France, hein, on est autour de 11 tonnes par personne et par an de CO2 émises, équivalent CO2. Et l'objectif, il serait plutôt de l'ordre de 2 tonnes par personne et par an pour arriver à la neutralité carbone dans l'idéal en 2050. Euh, et du coup, comme je vous disais, chaque geste compte. Vous avez le lien sur le site de l'ADEME. Vous pouvez du coup connaître votre empreinte de climat. Alors, vous avez plein de simulateurs en ligne, mais celui de l'ADEME est plutôt bien fait. Ça peut vous donner du coup déjà un peu un ordre d'idée de où vous en êtes par rapport à votre émission de CO2 annuelle en fonction de vos modes d'alimentation, votre chauffage, vos modes de déplacement, comment vous consommez justement vos vêtements. Est-ce que vous achetez beaucoup de neufs? Est-ce que vous faites beaucoup vous achetez plutôt d'occasion? Vous entretenez régulièrement vos appareils, voilà, ce genre de choses. Et donc, comme je vous dis, le 11 tonnes, c'est une moyenne. Donc, il y a des gens qui sont forcément beaucoup plus, bien au-delà, et il y a une bonne partie de la population qui est déjà bien en deçà, hein. Mais globalement, on est toujours très loin des 2 tonnes par personne et par an. Euh, le- L'idée, c'est que du coup, les éco-gestes, c'est-à-dire la sobriété, aujourd'hui, si on fait une moyenne un peu de ces différentes études, ces différents scénarios de travaux, on serait sur à peu près une diminution de 25% de notre empreinte carbone. C'est un peu à nuancer, déjà parce qu'il y a différents scénarios. Et du coup, en fonction de comment ils ont fait, c'est une moyenne, hein, les 25%. Au-delà de ça, on est quand même sur des comportements. Si on arrive à 25% de notre empreinte carbone, pour des gens qui sont déjà ont déjà un peu fait des efforts, on est sur des comportements, on pourrait dire, plutôt héroïques. Si on prenait des considérations un peu plus réalistes pour tout le monde, que tout le monde est capable de faire facilement, on serait plutôt de l'ordre de 10 à 20%. Euh, Deux conclusions du coup là-dessus. Les éco-gestes sont un levier puissant, nécessaire, sachant que ces études ne prennent pas en compte un peu le facteur de contagion. C'est-à-dire que là, on a pris en gros un geste isolé par exemple, moi, je deviens végétarien, et alors qu'on sait qu'il y a notamment cet effet de contagion qui existe dans le comportement qui peut permettre d'avoir une adoption massive de comportements sur les normes sociales et faire évoluer ces normes sociales pour, euh, pour arriver à diminuer de manière plus importante encore les consommations de chaque individu. Euh, Ensuite, comme on l'a vu, il y a différents types de sobriété, et donc il y a toutes celles qu'on peut déjà mettre en place aujourd'hui. Maintenant, effectivement, cette sobriété, elle doit s'articuler de l'action individuelle à l'action collective. Et effectivement, les politiques doivent aussi mettre en place des choses pour que cette sobriété, elle soit plus large et qu'on ait des équipements qui nous permettront d'être plus sobres et, et de, tout en
tout en permettant de garder, de répondre à nos besoins. Un retour d'expérience, simplement qui a été sur l'hiver dernier. On a eu, notamment avec la problématique le contexte géopolitique, où on a eu un risque, notamment aussi le contexte géopolitique et le contexte de nos centrales nucléaires l'hiver dernier, où on avait un réel risque euh, de, euh, de coupure du réseau si on avait eu des jours froids. On peut voir que on a juste en ayant un peu de communication à la télé, tout ça, on a eu une diminution de l'ordre de 10% par rapport à la moyenne des dernières années, et, euh, et qui est une conséquence directe des actions de sobriété de chaque usager. Euh, on peut, euh, on peut juste un peu être déçu sur le fait que ce soit que momentané et que ça soit, il faut faire des efforts simplement parce qu'on est sur ce moment un peu difficile à passer, et on peut simplement amener le fait que bah, si on arrive à faire 10% d'économie d'énergie par la sobriété, il faut que ce soit durable pour qu'on puisse répondre aux enjeux énergétiques actuels. Et on a un petit sondage qui disait que 73% des Français considèrent que la sobriété est une solution souhaitable face au changement climatique. Et on ne peut que se réjouir de ça. Euh, et effectivement, bah, le fait que ça soit, il ne faut pas que ça soit conjoncturel, mais qu'on puisse continuer à être sobre sur notre consommation énergétique. Voilà, pour ce soir, j'ai un petit retour aussi sur un dispositif qui s'appelle Déclic, qui est anciennement Famille et Énergie Positive, où entre 2008 et 2018, plus de 40 000 foyers ont participé en équipe à un défi qui visait à diminuer sa consommation énergétique et sa consommation d'eau, avec du coup une moyenne qui est de l'ordre de 12% d'économie en moyenne sur les consommations énergétiques, avec des gens qui étaient déjà relativement beaucoup, hein, beaucoup déjà assez impliqués dans ces thématiques-là, qui pensaient qu'ils ne pourraient pas faire beaucoup d'économies d'énergie en plus, et on a une même économie d'eau de l'ordre de 13% en moyenne. Donc on a, c'est-à-dire en moyenne, on a des gens qui vont diminuer de plus de 20% leur consommation énergétique et d'eau, simplement par des gestes de sobriété, par des actions de sobriété. Je crois qu'il y a des- Juste pour compléter ce que disait Romain par rapport à ces défis déclic, ce qui est vraiment intéressant, c'est que au cours de ce défi, toutes les économies qui sont réalisées le sont sans aucun investissement. C'est vraiment le but du défi, c'est d'arriver uniquement avec des éco-gestes, des changements d'habitude, etc., à voir les économies importantes qu'on arrive à faire avec zéro investissement. Voilà, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de travaux à envisager, rien du tout. C'est vraiment que sur les éco-gestes qu'on agit dans ce type de défi. Nathalie pour ces précisions. Bah écoutez, voilà, ce soir, c'était donc un webinaire sur la sobriété. Je ne sais pas si à ce jour vous avez des questions. Je vous invite éventuellement à ne pas hésiter à aller sur le site de l'ADEME, notamment pour calculer votre empreinte carbone et essayer du coup de mettre en place des nouveaux gestes de sobriété pour encore diminuer votre consommation énergétique. Et je vous rappelle que on a toujours la possibilité vous avez toujours la possibilité d'avoir des conseils au téléphone au 04 56 11 99 00 ou en rendez-vous donc, lors d'une permanence, soit à Chambéry, soit aux Échelles, du coup à la MSAP, euh, pour, euh, pour, euh, pour le territoire de Cœur de Chartreuse. Je vous remercie.